L'enquête sur la mort de Céleste Rivas Hernandez, 14 ans, aurait franchi une étape majeure. Il paraît qu'un grand jury a été constitué dans cette affaire, mais pas n'importe quel grand jury, un jury spécial. Nous allons voir si c'est possible, ce que cela implique pour d'éventuelles accusations, des suspects, et pourquoi tout est centré sur David. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Eh bien, il semble que les rebondissements et peut-être les détours déroutants dans l'enquête sur la mort de Céleste Rivas Hernandez se poursuivent. Cette fois, après que TMZ a rapporté que la police de Los Angeles disait qu'aucune arrestation n'était prévue concernant la mort de la jeune fille de 14 ans et l'abandon de son corps. Son corps a été retrouvé le 8 septembre dans une Tesla enregistrée au nom du chanteur David à Los Angeles. Maintenant, il est rapporté que, selon le LA Times, des sources policières affirment que des preuves ont déjà été présentées à un grand jury. Il s'agit d'un grand jury d'enquête. Nous allons expliquer ce que c'est, car il semble qu'ils ne peuvent pas prononcer d'inculpation. Donc il n'y a pas encore de charges officielles. Mais un grand jury d'enquête joue certainement un rôle clé dans certaines affaires criminelles. Nous allons l'expliquer. Pour être clair, à l'heure actuelle, il n'y a eu aucune arrestation en lien avec la mort de Céleste, de quelque manière que ce soit. David n'a officiellement été impliqué dans aucun crime. Certains rapports indiquant qu'il est potentiellement un suspect. Mais, selon des articles du LA Times et du La Magazine, cette équipe de l'accusation devant ce prétendu grand jury est dirigée par la procureure adjointe Beth Silverman. C'est une affaire où ils ont potentiellement déjà eu plusieurs témoins qui ont témoigné devant ce grand jury. Il se peut que ce grand jury ait été constitué depuis la mi-novembre. Nous ignorons si tout cela est vrai ou si ce grand jury se réunit encore. Nous ignorons si des preuves sont toujours présentées ou recueillies devant ce grand jury. La raison pour laquelle le LA Times en parle apparemment, c'est parce qu'ils disent avoir obtenu un document judiciaire, dont nous allons parler un peu plus tard, qui fait référence à un numéro de grand jury. Ni le bureau du procureur du district, ni la police de Los Angeles ne confirmeront cela, vu le secret entourant les procédures du grand jury. Mais c'est intéressant quand on pense à ce que Nathan Hochman, le procureur du comté de Los Angeles, a dit le mois dernier. Citation : « La police n'a pas présenté l'affaire à notre bureau. Donc, à ce stade, je ne prévois pas, d'une manière ou d'une autre, si des charges seront retenues ou non. Dire la vérité ? Les choses ont-elles changé ? Et cela survient juste après de nombreux développements de la semaine dernière dont nous avons parlé dans la rubrique annexe. Les allers-retours dans cette affaire, je veux dire, ça donne le tournis. Des sources proches de l'enquête ont déclaré à TMZ que le corps de Céleste avait été congelé. En réalité, s'il était en train de décongeler lorsqu'il a été retrouvé dans cette fourrière décapité, membres sectionnés et découpés, ce qui complique la certitude sur ce qui lui est réellement arrivé. Le problème, c'est qu'un capitaine de la police de Los Angeles, chef des homicides et des vols, a confié au magazine People. Ce n'est pas exact, nous avons parlé à Scott Williams qui a dit « Le corps de Céleste n'était pas congelé, elle n'a pas été décapitée. » Cette histoire de corps congelé n'a aucun sens. Même si elle avait été complètement congelée en étant placée dans la voiture, rien ne le prouve. Après 5 semaines ou plus dans un coffre, sous une chaleur accablante, il serait impossible de retrouver un corps partiellement congelé le 8 septembre. En gros, il a dit qu'elle était morte depuis au moins plusieurs semaines. Cependant, TMZ a contesté cela. Ils ont affirmé que leur source, liée au médecin légiste du comté de Los Angeles, soutient que le corps de Céleste était partiellement congelé. Et ils ont même souligné qu'il existe un document du bureau du médecin légiste qui indique apparemment que la défunte n'a pas été scannée en direct à cause de doigts imbibés d'eau. Selon leur source, le médecin légiste pourrait ne pas pouvoir déterminer la cause ou la manière du décès de Céleste à cause de l'état du corps. TMZ a indiqué une tension continue entre le médecin légiste et la police de Los Angeles, dépassant cette affaire. Ce problème dure depuis des années, nous allons en discuter. Mais il y a un souci, un manque de communication. Je vais vous en parler. La division des homicides et des vols a récemment publié un communiqué que nous n'avons pas encore évoqué, je cite. Le Los Angeles Police Department est conscient des récents articles sur l'enquête David Céleste Rivas et souhaite corriger certaines informations erronées publiées par les médias. Le corps de Céleste Rivas n'était pas congelé lorsqu'il a été découvert le 8 septembre 2025. Elle n'avait pas été décapitée. Nous avons des preuves que David s'est rendu dans la région de Santa Barbara à un moment donné, au printemps 2025. La raison de ce voyage fait toujours l'objet d'une enquête et nous n'avons tiré aucune conclusion à ce stade concernant la pertinence de ce voyage pour cette affaire. Le Los Angeles Police Department a demandé de sceller les dossiers de l'enquête du médecin légiste du comté de Los Angeles sur la mort de Céleste Rivas,
selon l'ordonnance du tribunal. Cette ordonnance a été demandée uniquement pour s'assurer que les détectives de la division des homicides et des vols prennent connaissance d'informations importantes concernant sa mort avant les médias et le public. L'ordonnance n'a pas été demandée pour nuire à la transparence. Aucune autre information ne sera fournie pour le moment. Concernant la mise sous scellé, nous en avions déjà discuté en aparté. Le médecin légiste avait reçu une ordonnance du tribunal à la demande de la police de Los Angeles, imposant une restriction sur les informations liées à la mort de Céleste. Aucun dossier, cause ou manière de décès ne pouvait être divulgué au public. Et, comme je l'ai mentionné précédemment, le LA Times a apparemment examiné cette requête auprès du tribunal visant à obtenir la restriction de sécurité, et elle fait référence à un numéro de grand jury. D'où le fait qu'il y ait maintenant ces informations selon lesquelles il est possible qu'un grand jury ait été convoqué ici. Et avant même d'aborder l'aspect du grand jury, il y a eu des informations selon lesquelles David serait considéré comme un suspect dans l'affaire, même si le département de police de Los Angeles ne l'a pas officiellement confirmé. Il existe d'ailleurs des informations contradictoires sur sa coopération lors de l'enquête. L'avocat pénaliste Marc Garagos a déclaré dans son podcast Deux hommes en colère qu'un second suspect avait été identifié par les autorités. Quelqu'un qui était lié à la dissimulation du corps de Céleste. Il a dit « Ils ont reconstitué la chronologie presque à la minute, triangulée jusqu'à l'emplacement exact. Réseaux sociaux, téléphone portable, Tesla et dispositif système de positionnement global. Nous avons donc tout cela, si c'est exact, ainsi que des informations sur une procédure devant un grand jury. Il est temps d'inviter Nima Romani, ex-procureur fédéral expert du système de justice pénale, surtout en Californie. Nima, merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais qu'on prenne un peu de recul ici et que vous nous expliquiez ce qu'est un grand jury d'enquête. En quoi cela diffère-t-il de notre vision d'un grand jury classique? Jesse, merci pour l'invitation. C'est une affaire triste mais fascinante. Un grand jury peut assigner témoins et documents à comparaître. C'est sa fonction. Il ne peut pas rendre une mise en accusation. Je pense qu'il est important que les gens sachent que les grands jurys sont rarement utilisés en Californie, n'est-ce pas? Je suis un ancien procureur fédéral, nous les utilisions tout le temps, mais dans les tribunaux d'État ici, ils procèdent généralement par une plainte et une audience préliminaire. Deux moyens mènent à un procès devant jury pour un crime, la mise en accusation par un grand jury ou une audience préliminaire. Et les procureurs ici, ils procèdent presque toujours en utilisant une plainte lors d'une audience préliminaire. Alors pourquoi ne le font-ils pas dans ce cas? C'est la question. Je pense que la raison, c'est qu'ils veulent verrouiller certains de ces témoins avant le grand jury. Veiller à ce qu'ils ne se rétractent pas, car certains coopérateurs seront nécessaires au procès. Le bureau du procureur a donc convoqué un grand jury car pour obtenir des preuves, un mandat de perquisition suffirait probablement. C'est bien plus puissant qu'une assignation devant un grand jury. J'ai beaucoup de questions. D'abord, une audience préliminaire serait publique, avec des journalistes présents, même sans caméra. C'est ouvert au public. Nous saurions quelles sont les preuves contre les prévenus. Les procédures du grand jury sont secrètes, n'est-ce pas? Tu soulèves un bon point. Pourquoi voudrait-il garder ça secret? Comme tu l'as dit, est-ce pour éviter d'alerter quelqu'un? Ils ne veulent pas que le public, les suspects ou les prévenus sachent ce qu'ils ont pour l'instant. Et d'ailleurs, les avocats de la défense ne sauraient rien d'un grand... Ils ne peuvent pas présenter de preuves, ils ne peuvent pas présenter d'arguments de défense. Donc ils attendent simplement de voir ce qui va ressortir. Donc est-ce aussi l'une des raisons pour lesquelles cela pourrait rester secret? Je veux dire, peut-être secret, mais nous en parlons dans nos reportages. Les grands jurys devraient rester secrets, mais il y a souvent des fuites. Vous savez, j'ai été quelque peu critique à propos de cette affaire. Écoutez, je vis et je travaille à Los Angeles. Je respecte les forces de l'ordre, mais les choses avancent très lentement dans l'affaire Céleste Rivas. Et évidemment, je veux que les forces de l'ordre fassent bien leur travail. Je ne veux pas qu'ils tirent des conclusions hâtives. C'est un argument courant de la défense. Mais maintenant, cela fait presque 3 mois que son corps a été retrouvé. Et en ce qui concerne le corps, la chose la plus importante à savoir, c'est qu'il a été rendu à la famille, n'est-ce pas? Cette preuve n'est plus disponible. Donc, que ce soit l'autopsie finale, la toxicologie ou quoi que ce soit d'autre, ces enquêtes et analyses auraient déjà dû être faites. Je ne comprends pas pourquoi les forces de l'ordre prennent autant de temps, ni pourquoi ils ont choisi le grand jury. Parce que quand on prend beaucoup de temps, les souvenirs des témoins peuvent s'estomper, les preuves peuvent disparaître et, surtout, les suspects peuvent s'enfuir. Je n'aime pas la voix du grand jury, mais le bureau du procureur a peut-être jugé nécessaire de le convoquer, même si c'est censé rester secret. Je dois faire témoigner ces témoins maintenant parce que je pourrais perdre ces preuves plus tard. Expliquez-moi le fonctionnement et le rôle d'un grand jury d'enquête. Un grand jury typique se verrait présenter une affaire et rendrait un acte d'accusation. On leur présente une sorte de dossier simplifié, peut-être quelques témoins, peut-être un enquêteur, peut-être une victime.
Ils doivent obtenir la majorité des voix du grand jury. Vous estimez qu'il y a des raisons probables et rendez un acte d'accusation? Que fait un grand jury d'enquête? Quel est leur quotidien? Combien de temps sont-ils généralement réunis? Et quel est le résultat final? Qu'est-ce qu'ils... Que prépare-t-il à la fin? Oui, tu as raison. En général, on va devant le grand jury pour obtenir une mise en accusation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu présentes ton témoin, presque toujours un témoin des forces de l'ordre. En général, ce n'est pas un témoin qui a quoi que ce soit à voir avec l'affaire. Les règles de preuve ne s'appliquent pas, donc ils peuvent présenter divers témoignages indirects au grand jury. Vous voulez quelqu'un qui ne sera pas utilisé plus tard pour une mise en cause, qui pourrait dire quelque chose d'incohérent par rapport à la façon dont il témoignera au procès. Vous présentez ce témoin de synthèse et toutes les preuves au grand jury où seule une majorité simple suffit, comme vous l'avez dit. En général, le grand jury compte 23 jurés et 12 suffisent pour une mise en accusation, le seuil étant seulement une cause probable. D'accord, un grand jury mettait en accusation en quelques minutes, c'était son rôle d'inculper des gens. Donc, vous résumez les preuves, vous les leur présentez de façon très simplifiée, vous facilitez la signature du vrai acte d'accusation ou de l'acte d'inculpation. Un grand jury d'enquête est très différent. Ils ont tendance à durer plus longtemps parce que leur rôle est d'entendre réellement les preuves. Sur Law and Crime, nous couvrons de nombreux procès. Ce format question-réponse est bien connu. Pour un grand jury, c'est presque comme une déposition, non? Vous voulez que ce témoin parle longtemps. Donc, il y a le procureur, un greffier, un témoin et le grand jury, c'est tout. La salle du grand jury est vide, sans accusé ni avocat de la défense pour contre-interroger le témoin. Vous cherchez donc à verrouiller ce témoin comme lors d'une déposition civile. Certains États autorisent les dépositions dans les affaires pénales, mais pas la Californie. Considérez cette procédure devant le grand jury davantage comme une déposition que comme un moyen réel d'obtenir un acte d'accusation. À la fin du grand jury d'enquête, ils font des recommandations mais ne peuvent pas accuser. Cela doit passer devant un autre grand jury. Alors, à la fin de la journée, leur demande-t-on: après tout ce que vous avez entendu, pensez-vous qu'il y a suffisamment d'éléments pour assigner ce témoin à comparaître? Pensez-vous qu'il y a assez pour délivrer un mandat de perquisition? À la fin de leur session, ils demandent: pensez-vous qu'il y a assez pour présenter nos preuves à un autre grand jury en vue d'un acte d'accusation? Ai-je raison sur l'apparence de la fin de leur journée chaque jour? C'est exact. Ils devraient donc se présenter devant un autre grand jury pour un acte d'accusation. Je ne dis pas qu'ils le feraient forcément. Normalement, ils recevraient une plainte, arrêteraient quelqu'un et géreraient l'audience préliminaire. Obtenir un acte d'accusation d'un grand jury dans le système judiciaire de l'État est rare, surtout pour les affaires de meurtre. Alors, laissez-moi vous demander ceci. Est-ce parce que c'est complexe d'une certaine manière? Pourquoi? Est-ce que cela... Existe-t-il des aspects de cette affaire pouvant entraîner de la confusion? Cause ou manière du décès, implication de plusieurs personnes ou forte médiatisation? Pourquoi emprunter cette voie alternative? Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il s'agit d'une enquête pour meurtre. Il y a des allers-retours pour savoir s'il s'agit ou non d'une enquête pour homicide. Qu'est-ce qui rend cette enquête sur la mort complexe? Je ne pense pas forcément que ce soit si complexe. Évidemment, regardez, il y a un corps qui était en décomposition depuis un certain temps. Il y a beaucoup de désinformation qui circule et qui n'est peut-être pas vraie. Évidemment, au début, on a entendu dire qu'il avait été démembré puis qu'il ne l'était pas. Ensuite, qu'il était complètement décomposé puis que ce n'était pas le cas puis qu'il avait été congelé. Mais peut-être que ce n'est pas vrai. Le département de police de Los Angeles est l'un des plus secrets pour fournir des informations. Ils exigent souvent cela pour toute demande liée à la loi sur l'accès aux documents publics. Les informations qui sortent sont généralement divulguées. C'est simplement leur façon de faire les choses. En tant qu'agence de maintien de l'ordre, il manque de transparence, ce qui peut être positif lors d'une telle enquête. Je pense que c'est une affaire difficile car il faut comprendre l'histoire entre Céleste et David, si c'était bien lui ou un autre. Elle a disparu 1 an et demi sans qu'on sache pourquoi. Il y avait une sorte de relation romantique ou sexuelle. Comment est-elle morte? A-t-elle été tuée? Était-ce un accident? Une overdose? Il y a donc beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Toutes ces questions, je ne pense pas forcément qu'elles nous mènent vers la voie du grand jury. Ce que les membres du grand jury vont faire pour répondre à ces questions concernent surtout les détectives, médecins légistes et docteurs. Mais encore une fois, je pense que ce que le grand jury peut faire, c'est faire venir des témoins, obtenir leur témoignage de façon officielle afin qu'ils ne changent pas de version lors du procès. L'avantage d'un grand jury dans ce cas, c'est que l'affaire reposera beaucoup sur les collaborateurs, n'est-ce pas? Des personnes qui faisaient partie de ce cercle restreint, n'est-ce pas? Qui savaient si c'était David qui avait accès à la Franca, cette Tesla, ou si c'était quelqu'un d'autre.
Qu'il soit témoin direct ou non, je pense que c'est ce type de preuve que le grand jury entend, des témoignages, et le procureur se dit qu'il ne veut pas attendre la première audience ou le procès. Je ne sais pas comment ce témoin va se présenter, ni ce qu'il dira, ou s'il changera totalement de version. Je veux les engager tout de suite, c'est pourquoi je convoque ce grand jury. C'est leur témoignage, ils ne peuvent y échapper. Une audience préliminaire devant un juge déciderait s'il y a assez de motifs pour poursuivre. C'est différent d'un grand jury, sauf pour le secret. Au fait, on parle de pourquoi il pourrait y avoir un grand jury. Ce reportage mentionnait qu'il y avait une référence à un numéro de grand jury. Si je comprends bien, la police de Los Angeles a demandé au tribunal une restriction de sécurité pour le médecin légiste. Ont-ils raison? Cela semble-t-il correct qu'un grand jury soit probablement en cours? Je pense qu'il y a un grand jury, ce qui nous ramène au département de police de Los Angeles. Je veux dire, ils veulent se garder tout secret et ont imposé une restriction. Habituellement, on en parlait, non? On suppose que les dossiers gouvernementaux sont publics, non? Bien que le rapport du médecin légiste et les documents déposés au tribunal soient publics, ils tentent ici d'empêcher sa publication. Cela me fait croire que le rapport et l'enquête sont quasiment terminés et le département de police de Los Angeles bloque encore sa publication. C'est typique de cette juridiction, mais ce n'est pas typique de la façon dont d'autres agences de maintien de l'ordre ailleurs traitent ce genre de rapport. Pour être clair, nous ignorons depuis quand, et même si ce grand jury existe vraiment, il a été constitué. Des informations indiquent que cela daterait de la mi-novembre ou avant. Si je vous disais qu'un mandat de perquisition a été délivré pour la maison où David séjournait en septembre et que des documents auraient été saisis. Cette location étaient près de la Tesla. Cela ne veut pas forcément dire que ce mandat de perquisition a été délivré par ce grand jury, n'est-ce pas? C'est pas. Cela aurait pu venir des forces de l'ordre, cela pourrait être séparé, non? Même si des avancées semblent exister dans cette affaire, cela ne signifie pas qu'elles viennent du grand jury, mais peut-être des forces de l'ordre. Je crois que c'est exact, Jesse. Et il y a eu des informations selon lesquelles les forces de l'ordre ont exécuté ces mandats de perquisition dans la maison en septembre. Le propriétaire de la maison, j'ai parlé à la presse et il a dit qu'il y avait des caméras, donc je suppose que les vidéos ont aussi été téléchargées. Évidemment, on sait que les Tesla enregistrent beaucoup de vidéos. Il pourrait donc y avoir une véritable mine d'or de preuves électroniques dans cette affaire, non? Je veux dire, ce sont de jeunes gens. Je ne serais pas surpris s'il y avait de nombreux textos et autres messages. Donc, je suis sûr qu'on va voir beaucoup de preuves au format électronique dans une affaire comme celle-ci. Deux choses y peuvent-elles être vraies à la fois? Puis-je dire qu'un grand jury d'enquête est constitué et qu'un autre pourrait l'être pour inculper quelqu'un concernant la mort de Céleste ou la dissimulation de son corps? Et en même temps, le département de police de Los Angeles aurait déclaré à TMZ qu'aucune arrestation n'est imminente? C'est possible. Le département de police de Los Angeles a d'abord déclaré que David n'était pas suspect, puis qu'il l'était. Et encore une fois, tout cela a été rapporté à TMZ et aux médias locaux. Le département de police de Los Angeles n'a pas officiellement déclaré qu'il était suspect, n'est-ce pas? Pensez ce que vous voulez de TMZ, ils savent tout à Los Angeles. Je peux donner des infos en coulisses. Vous me connaissez, je fais beaucoup de télé, je passe souvent sur TMZ. Parfois, je dépose des documents au tribunal du comté de Los Angeles et TMZ les obtient avant même ma copie certifiée. Je veux dire, c'est à quel point ils sont au courant de tout. Et nous faisons, vous savez, des dépôts concernant des célébrités et ce genre de choses. Donc, ils ont révélé de très grosses informations ici. La mort de Kobe Bryant. TMZ a été le premier à l'annoncer, donc je ne me dirais pas forcément que ce n'est pas vrai si c'est eux qui le rapportent. Cela pourrait très bien être vrai. Ils ont beaucoup de sources ici à Los Angeles, donc je ne serais pas surpris si ce qu'ils rapportent sur David en tant que suspect est vrai. Au fait, que se passe-t-il avec cette relation entre le médecin légiste et le département de police de Los Angeles? Ce va-et-vient à propos de savoir si le corps de Céleste a été congelé ou décapité. Je l'ai dit dès le début de mon reportage, chez TMZ, je me sens vraiment mal pour la famille, qu'ils aient à entendre ces détails, qu'ils soient vrais ou non. Mais cette idée de tension entre eux, il semble qu'il se passe quelque chose ici. D'après votre expérience, y a-t-il une relation tendue? Est-ce que cela explique ce que nous voyons? Je ne sais pas. Un manque de communication, deux idées différentes sur ce qui lui est arrivé. Oui, je veux dire, c'est un problème. Pour que tout le monde comprenne, le département de police de Los Angeles, évidemment, ils sont employés par la ville de Los Angeles. Le médecin légiste, c'est un employé du comté, également à Los Angeles, donc il ne travaille pas forcément pour la même agence gouvernementale. Je ne dirais pas que la relation est tendue, mais en vivant ici, il y a beaucoup de pression. Écoutez, les gens pensent que Los Angeles est une ville violente. Les criminels y font la loi. Et le fait que vous ayez cette jeune fille
qui a disparu pendant si longtemps, son corps a été retrouvé dans un véhicule sans arrestation. Apparemment, quelqu'un a au moins déplacé le corps, non? Ils étaient son complice après coup, ou il y a eu une sorte de crime commis concernant son corps, même si la mort était accidentelle. Et bien sûr, il y a toutes sortes d'autres crimes potentiels. On ne sait pas s'il y a eu enlèvement, s'il y a eu viol sur mineur, s'il y a eu trafic sexuel, évidemment meurtre. Je n'accuse toujours personne. Mais il est surprenant que maintenant, 2 mois et demi, presque 3 mois se soient écoulés et qu'aucune personne n'ait été arrêtée pour la mort de cette jeune fille. Et beaucoup de gens qui regardent, beaucoup de gens qui vivent ici, sont contrariés. Et ils pensent que les forces de l'ordre, qu'elles soient débordées ou non, ne font tout simplement pas leur travail. Je pense qu'il y a une pression politique sur cette affaire, autant sur le département de police de Los Angeles que sur le médecin légiste. Les gens veulent des réponses, et c'est tout à fait compréhensible, surtout la famille de la victime dans ce cas. Absolument. Et pour revenir sur quelque chose que tu as mentionné aussi, cela ne devrait pas mettre une pression excessive sur les forces de l'ordre. Ils doivent faire les choses correctement. Ils doivent bien faire les choses dans chaque affaire. Mais je veux dire, surtout dans une affaire très médiatisée comme celle-ci, où il y a beaucoup de regards et beaucoup d'attentes. Mais cette mesure de sécurité que le département de police de Los Angeles a imposée au bureau du médecin légiste, je suis curieux d'avoir aussi ton avis là-dessus. Je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas lu le communiqué du bureau du médecin légiste lors de ce problème de confidentialité. Selon un communiqué officiel, à 10h54, le vendredi 21 novembre, le service du médecin légiste de Los Angeles a reçu une ordonnance du tribunal émise par la police pour imposer une mesure de sécurité sur le dossier du médecin légiste numéro 202514252, Céleste Rivas Hernandez. Aucun dossier ni détail associé à l'affaire, y compris la cause et les circonstances du décès ainsi que le rapport du médecin légiste, ne peut être divulgué ou publié sur le site internet jusqu'à nouvel ordre. Le département vise à garantir la transparence en informant la communauté pour permettre des actions salvatrices. Depuis que je suis devenu chef du département, j'ai travaillé à éradiquer la pratique consistant à placer des restrictions de sécurité sur les dossiers du médecin légiste, simplement à la demande des forces de l'ordre. Les restrictions de sécurité sont rares dans d'autres comtés, et leur efficacité dans le système judiciaire n'est pas prouvée. Nous voulons servir la communauté en toute transparence, mais la loi nous en empêche tant que l'ordonnance du tribunal est en vigueur. Le département a précédemment reçu une demande de restriction de sécurité du département de police de Los Angeles dans cette affaire le 15 septembre 2025. Cela fait 7 jours depuis la découverte du corps de Céleste, la restriction ayant été refusée faute de justification suffisante. Le département comprend l'intérêt du public et reste engagé envers la transparence quand possible. Les informations seront rendues disponibles une fois que l'ordonnance du tribunal sera levée. Pour toute question concernant l'ordonnance, le calendrier de l'ordonnance du tribunal et l'enquête des forces de l'ordre sur ce décès, vous pouvez contacter le département de police de Los Angeles. J'ai parlé de cette déclaration lors d'une précédente discussion privée, NEMA, mais je ne t'en ai pas parlé à toi. Votre expérience concernant ces ordonnances du tribunal, ces mesures de sécurité, leurs demandes et leur obtention, et pourquoi pourriez-vous voir quelque chose comme ça? Oui, ça, c'est habituel pour la police de Los Angeles. J'ai aussi travaillé pour la ville de Los Angeles. Ancien procureur fédéral, j'ai dirigé l'application des lois à la commission d'éthique de Los Angeles, située aux 2 derniers étages de l'hôtel de ville. Nous supervisons tous les employés de Los Angeles, du maire aux employés subalternes. En Californie, il s'agit ici d'une demande fondée sur la loi d'accès aux documents publics. Au niveau fédéral, c'est une demande Freedom of Information Act. Le département de police de Los Angeles invoque souvent le privilège des forces de l'ordre, non? Il existe une présomption de publicité pour ces documents, mais cela peut concerner les dossiers Epstein ou l'affaire Céleste Riva. S'il s'agit d'une enquête en cours, nous avons tous entendu ce terme, enquête en cours. C'est une exception à une demande selon la loi sur l'accès aux documents publics. Et c'est ce que le département de police de Los Angeles affirme pour essayer de garder ce rapport confidentiel. Maintenant, bien sûr, le comté et le médecin légiste pensent différemment. Ils estiment que les documents devraient être rendus publics. C'est généralement comme ça que ça se passe dans d'autres juridictions, non? Nous recevons régulièrement ces rapports d'autopsie. Parfois, la famille fait diverses requêtes pour garder cela secret. Nous l'avons constaté, par exemple, dans l'affaire Bob Saget et d'autres, où la famille de la victime cherche à préserver son intimité. Mais ici, c'est le département de police de Los Angeles, c'est les forces de l'ordre qui le font, et c'est assez typique de leur façon de procéder. Nemad, avant de conclure, je dois vous demander pourquoi la police de Los Angeles a évoqué ce voyage à Santa Barbara. TMZ avait évoqué ce voyage supposé de David, précisant qu'il aurait eu lieu au printemps. Certains ont spéculé, est-ce la période où Céleste est morte, où son corps a été jeté? Nous n'en sommes pas sûrs.
Le fait que la police de Los Angeles ait maintenant mentionné le voyage à Santa Barbara confirme que c'est quelque chose qui les intéresse. Ils n'étaient pas obligés de le dire, mais ils l'ont mentionné. Qu'en penses-tu? Oui, je veux dire, c'est important, non? Évidemment, Céleste Rivas n'était pas de Santa Barbara. Santa Barbara est dans la direction complètement opposée. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans le sud de la Californie. C'est à quelques heures de Los Angeles, là où David vivait, et apparemment là où se trouvait Céleste Rivas. C'est important, parfois tu lances ça en espérant que quelqu'un réagisse. Peut-être qu'ils les ont vus. Beaucoup suivent de nombreux détectives sur les réseaux sociaux dans une affaire comme celle-ci dès le début. Les gens les ont vus ensemble, donc il doit y avoir une raison précise, sûrement liée aux forces de l'ordre, pour la diffusion de cette information. Ils espèrent que des témoins fourniront des vidéos ou d'autres témoignages. Peut-être que quelqu'un les a vus ensemble et que c'était la dernière fois qu'elle était en vie. Nima, je ne peux vraiment pas te dire à quel point j'apprécie que tu sois venu pour essayer de nous expliquer tout ça. Ça peut devenir compliqué et prêter à confusion avec toutes ces informations contradictoires. On essaye de comprendre. On a de la chance de t'avoir. Nima Romani, merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Merci Jesse pour l'invitation. J'espère que Céleste Rivas et sa famille auront bientôt justice. Absolument. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de votre présence. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou ailleurs, et de me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, à la prochaine.